Bienvenue à tous. Chaque année, le 24 avril est célébrée la journée mondiale de la lutte contre la méningite, une infection grave dont la morbidité et la mortalité sont assez élevées en Afrique et particulièrement au Gabon. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le docteur Charlène Manomba, épouse Moudunga, qui est médecin infectiologue au centre hospitalier universitaire de Libreville. Bienvenue, docteur. Merci. Et le docteur Kamara Ibrahima Issata, qui est neurologue au centre hospitalier universitaire de Libreville également. Bienvenue, docteur. Merci, madame. Alors, pour commencer, docteur Manomba, nous voulons savoir c'est quoi la méningite et quelle en est la cause. Donc, la méningite peut être définie comme étant une inflammation des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière. Donc, ces membranes peuvent être touchées par des agents infectieux, donc les différents agents infectieux qui sont les bactéries, les virus, les parasites et les champignons. Donc, lorsque c'est par exemple une bactérie qui touche ces membranes, on parle de méningite bactérienne. Donc, on peut avoir des méningites virales, des méningites parasitaires et des méningites fongiques. Quels sont les symptômes, les différents symptômes? Alors, lorsqu'un patient est touché présente une méningite, donc, les symptômes initiaux, ce sera des céphalées, donc des maux de tête qui peuvent être très violents. On peut avoir une photophobie, donc une difficulté à supporter la lumière. On peut avoir une phonophobie, donc une difficulté à supporter le bruit. On peut avoir une raideur de la nuque. On peut avoir également des vomissements ou une constipation. Et dans les cas où la méningite est très grave, on peut avoir des troubles de la conscience ou des convulsions. Docteur Kamara, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci beaucoup, madame. D'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir nous invités, n'est-ce pas, afin de profiter de cette émission pour sensibiliser, mais également informer la population sur cette journée concernant la méningite. Comme ma collègue Dr Manomba vient de définir cette affection, d'abord, il est intéressant de rappeler c'est quoi les méninges. Quand vous prenez le système nerveux, nous en tant que neurologues, le système nerveux dans la boîte crânienne, vous avez le cerveau et ce cerveau-là est enveloppé dans les membranes qu'on appelle les méninges. Et parmi ces méninges, vous avez les trois couches, vous avez la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. Donc, la méningite se définit comme elle l'a dit, c'est une inflammation. Méningite, dans le mot méningite, vous avez méninge et ite qui signifie l'inflammation. Donc, la méningite, c'est l'inflammation des membranes du cerveau ou de la moelle épinière, mais cette inflammation peut toucher également le liquide cérébrospinal. Mais sachez que nous parlons aujourd'hui de la méningite, mais cette maladie peut évoluer même jusqu'à toucher le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. En ce moment, on parlera de la méningoencéphalite ou bien la méningoencéphalomyélite. Oui, parce que la méningite elle affecte les méninges, mais elle peut aussi évoluer en septicémie. Bien sûr, c'est-à-dire en dehors de l'inflammation des méninges, l'infection peut évoluer jusqu'à toucher, n'est-ce pas, la substance grise ou la substance blanche de la moelle du cerveau, mais également de la moelle épinière. Et pouvez-vous nous dire c'est quoi la septicémie pour les personnes qui nous regardent? La septicémie, tout simplement, c'est la propagation des germes à travers les différentes cellules de l'organisme. Donc, il y a une propagation de ces germes par la voie hématogène dans le sang qui peut toucher, n'est-ce pas, l'encéphale, mais également la moelle épinière. D'accord, merci Dr Kamara. Alors, Dr Manomba, on parle de la lutte contre les méningites, donc il y aurait plusieurs types de méningites. Lesquels, s'il vous plaît? Les méningites, c'est l'atteinte du cerveau et de la moelle épinière par des agents infectieux. Et ces agents infectieux, ils sont de différents types. Il peut y avoir des bactéries. Donc, lorsque c'est des bactéries, on parle de méningites bactériennes, qui sont d'ailleurs les plus graves. On a également les méningites virales, les méningites parasitaires et les méningites fongiques. Et quelles sont les plus fréquentes au Gabon? Les plus fréquentes au Gabon, ce sont plus les méningites bactériennes et les méningites virales. D'accord. Au cours de votre exercice professionnel, est-ce que vous rencontrez de façon récurrente des cas d'urgence liés à la méningite?
Oui, les méningites sont fréquentes, que ce soit chez les adultes et chez les enfants. C'est vrai qu'on en parle beaucoup plus chez les enfants, mais chez les adultes également, il y a beaucoup de cas de méningite. Et il y a actuellement plusieurs études qui sont en train de se faire, que ce soit chez les enfants, par exemple à l'hôpital des mères-enfants ou dans tous les autres services de pédiatrie, mais également chez les adultes, on est en train de refaire un peu toute l'historique et voir un peu à quel niveau on en est des méningites au Gabon. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails par rapport à l'évolution de cette maladie au Gabon? Par rapport à l'évolution de cette maladie, on avoue que la prise en charge, elle est quand même correcte lorsque le patient arrive à temps et que la prise en charge se fait tôt dans les délais. Donc, lorsque la prise en charge se fait dans les délais conventionnels, l'évolution est souvent favorable et les patients ne décèdent pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des patients qui arrivent parfois en retard pour la prise en charge et on peut aboutir donc soit aux complications ou même au décès. D'accord. Docteur Camara, alors selon l'OMS, la méningite reste un grand problème de santé publique à l'échelle mondiale. Pourquoi, selon vous? Nous disons d'abord que la méningite est une affection extrêmement grave puisque la méningite reste vraiment mortelle. C'est pour vous dire que cette affection, normalement, en Afrique, évolue dans une ceinture qu'on appelle la ceinture méningitique. Et cette ceinture, ça va du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie. Encore, on appelle cette ceinture la ceinture de l'Epensomnie, qui regroupe 24 pays avec une population de 400 millions d'habitants. C'est pour vous dire que cette affection, son incidence dans les pays industrialisés est de 5 pour 100 000 habitants, tandis que dans les pays en voie de développement, l'incidence reste énormément élevée, autour de 50 cas pour 100 000 habitants. En ce qui concerne le cas du Gabon, nous disposons peu de données, mais il faudrait rappeler qu'une étude qui a été menée entre 1989 et 1993, menée par professeur Coco, sur une population de 8654 patients pédiatriques, on a pu démontrer 104 cas de méningite chez les enfants, et c'était les cas de méningite bactérienne. Et parmi ces cas d'enfants, il y avait 61 patients qui avaient un âge inférieur à 1 an, soit une fréquence de 58,8%. Il y a eu aussi d'autres études récentes qui ont été menées dans les services de réanimation, notamment du centre hospitalier universitaire de Libreville et l'hôpital d'instruction des armées. Sur une population de 928 patients admis, on a pu colliger 71 patients victimes de méningite ou de méningo-encéphalite avec une fréquence de 7,6%. Et le germe le plus incriminé chez ces patients était le Plasmodium falciparum. Mais en rappelant sur l'étude du professeur Coco dans les années 1993 chez les enfants, le germe le plus incriminé restait ici le Streptococcus pneumoniae suivi de l'hystériose. Que nous avons des chiffres plus récents, est-ce que la maladie a évolué de façon positive ou de façon négative? C'est-à-dire, il y a eu une publication qui a été faite tout récemment en 2021. En 2021, c'est l'équipe de la réanimation. Ils ont mené cette étude chez les patients dont l'âge variait de 1 an à 80 ans. Et parmi les patients qu'ils ont pu recruter, on dénombrait 928 patients. Et parmi eux, il y avait 71 cas de méningite ou de méningo-encéphalite, soit une fréquence de 7,6%. Et d'après ce que vous avez dit, le taux de létalité de cette maladie est assez important. Et nous voyons que parmi les cas de rémission, il y a aussi des séquelles importantes. Et malgré que la maladie soit proprement prise en charge, pourquoi selon vous? Le taux de létalité de cette maladie est de 10% dans le monde. Et quand on vous donne ce chiffre, on veut dire tout simplement que sur 100 patients victimes de méningite, on enregistre 10 cas de décès parmi ces patients, ce qui n'est pas négligeable. Pourquoi? Puisque sachez que c'est une affection, comme Dr Manomba vient de le dire, c'est une affection extrêmement grave qui touche le système nerveux et les enveloppes de ce système nerveux.
Docteur Manomba, est-ce que la prise en charge est adéquate dans notre pays? Dans notre pays, la prise en charge est adéquate. Elle est très adéquate même. Surtout lorsque les patients sont pris en charge très tôt. Il y a, de notre petite expérience, il y a rarement des séquelles. Mais ce qui se passe, c'est que les patients arrivent parfois très tard. Très tard, ils tournent, ils arrivent à l'hôpital. Parfois, on fait la prise en charge, mais les séquelles sont parfois irréversibles. Mais lorsque le patient arrive à temps, la prise en charge, elle est parfaite. Et pouvez-vous revenir sur les séquelles? Quelles sont les différentes séquelles observées? Les séquelles observées chez les enfants, ce qui est fréquent, c'est les convulsions. Déjà, les séquelles également neurologiques. Il y a des déficits sensitivomoteurs qui s'installent chez l'enfant avec un retard psychomoteur. Ça, c'est plus chez les enfants. Mais chez les adultes, on a les convulsions, on a des déficits de l'hémicorps, on peut avoir des troubles de l'ouïe ou des troubles de la vue. Ça peut aller jusqu'à la cécité. Et oui, parce que c'est une maladie qui touche beaucoup plus les enfants. On dit que les enfants sont plus exposés que les autres tranches d'âge. Pourquoi? Les enfants sont souvent plus exposés à cause du fait qu'ils sont en contact fréquent avec le germe. Ils vivent en communauté, il y a la promiscuité qui s'installe. Mais chez les adultes également, les adultes aussi sont touchés. C'est parce que les études ne sont pas faites souvent chez les adultes. Et là, comme je vous ai dit, on est en train de mener plusieurs études dans le pays pour essayer de voir quelles sont les proportions exactes. Mais on pense que c'est chez les enfants parce que les études se font plus chez les enfants actuellement. Mais également chez les adultes, il y a des cas de méningite. D'accord. Et Dr Kamara, vous avez quelque chose à ajouter sur la question? Je pense qu'elle a répondu à l'essentiel de la question. Et comme je vous disais, on parle de la méningite, mais sachez que cette infection peut évoluer jusqu'à toucher le système nerveux central. Donc, quand le cerveau ou la moelle épinière sont touchés, n'est-ce pas, cela laisse des séquelles. Et des séquelles, c'est d'ordre neurologique. Notamment, on peut constater chez ces enfants un retard du développement psychomoteur, mais également, il y a le plus souvent chez ces patients, on les reçoit à longueur de journée. Ces patients qui nous viennent, c'est des enfants, mais qui ont vécu, n'est-ce pas, qui ont été victimes de cette affection à l'enfance, à la naissance, je veux dire. Donc, ils développent ce qu'on appelle les crises épileptiques. Certains, d'ailleurs, arrivent à développer jusqu'à un état de mal épileptique chez ces patients. Mais aussi, lorsque l'infection évolue jusqu'à toucher les centres de la vision ou de l'audition, on peut constater chez ces patients un déficit, non seulement par rapport à la vision, mais aussi par rapport à l'audition. Alors, nous avons dit, vous l'avez dit, la prise en charge elle est adéquate au Gabon, mais l'un des objectifs de développement durable consiste à éradiquer cette maladie d'ici à 2030, en particulier les formes bactériennes. Pensez-vous que le Gabon est en voie d'atteindre cet objectif? Docteur Manomba? Vu que pour l'éradication, c'est plus la prévention. On parle ici plus de prévention, donc de la vaccination. Avec les campagnes de vaccination qui se font, avec le PEV, donc le programme élargi de vaccination, qui fonctionne très bien, je pense qu'on va être en voie d'éradication. On va être en voie d'éradication. Ce n'est pas encore éradiqué, mais d'ici, je ne sais pas trop, on ne va pas donner les années, mais je pense que si le programme continue tel qu'il fonctionne, on peut être en voie d'éradication de la méningite. OK. Et docteur Kamara, comment se fait le diagnostic de la méningite? Alors, le diagnostic de la méningite est d'abord soit biologique, mais aussi sur le plan de l'imagerie. Donc, si nous prenons le diagnostic, d'abord le diagnostic clinique, essayons de parler de ça. Je pense que le docteur Manomba a essayé d'aborder un peu les signes cliniques de cette affection. Dans le diagnostic clinique, vous avez les signes fonctionnels. Les signes fonctionnels amènent le malade à consulter le plus souvent. C'est des malades qui viennent pour des céphalées rebelles, des céphalées intenses, continues. Et c'est des céphalées qui provoquent le plus souvent le vomissement chez le patient.
Lorsque nous recevons ces patients, le plus souvent, ils viennent dans un tableau de fièvre. La fièvre est très élevée lorsque nous avons affaire à la forme fébrile. Et dans ce cas, il faudrait essayer d'examiner le patient. Et lorsqu'on examine le patient, le plus souvent, on met en évidence une raideur qu'on appelle la raideur méningée. Cette raideur méningée est faite par une raideur de la nuque. Il est impossible pour le patient de fléchir la nuque, c'est impossible pour fléchir la tête. Et toute tentation de faire cette flexion entraîne la flexion des membres inférieurs. C'est ce qu'on appelle le signe de Brudzinski. Et lorsque le malade est en décubitus dorsal, c'est-à-dire il est couché sur le dos, on tente de relever ses membres inférieurs. Vous allez constater que le malade va pousser des cris puisque avec une hyperpression au niveau de la colonne vertébrale, il est obligé de fléchir les membres inférieurs. On appelle cela le signe de Kearney. Mais aussi, chez des patients qui ont la peau claire, on peut essayer de prendre une pointe mousse et puis on essaie de faire passer sur le corps du patient. Et lorsqu'on essaie de le faire passer, nous allons constater des traits bleuâtres qui vont apparaître sous la peau. On appelle ça les reméningétiques de Trousseau. Donc ça, c'est sur le plan clinique. Mais il faut faire beaucoup attention parce que cette affection, un nouveau-né peut présenter, n'est-ce pas, la méningite. Lorsque nous avons un tableau de méningite sur le nouveau-né, sur le plan clinique, il faudrait toujours regarder au niveau de la tête, notamment le fontanelle. Nous allons constater le bombement du fontanelle, c'est très important. Donc, il faudrait mettre ça en évidence. Ou bien, lorsqu'il s'agit d'un nourrisson, nous parlons de la raideur de la nuque qu'on peut constater chez l'adulte, mais chez le nourrisson, vous allez constater que la nuque est molle. Donc, la nuque est souple. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un syndrome méningé. Donc, il faut faire beaucoup attention. Sur le plan clinique, ces signes-là doivent nous interpeller d'abord à poser le diagnostic. Maintenant, lorsque nous suspectons fortement qu'il s'agit d'un tableau de méningite, vraiment, lorsqu'il n'y a pas de signe de focalisation, c'est-à-dire il n'y a pas de paralysie, il n'y a pas l'atteinte des nerfs crâniens, il n'y a pas un trouble de la conscience, le malade n'est pas dans le coma, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le geste est simple, mais ça demande beaucoup de précautions, c'est de faire une ponction lombaire. Nous devrons faire cette ponction lombaire pour recueillir le liquide cérébrospinal afin d'analyser sur le plan chimique, sur le plan bactériologique et sur le plan cytologique. Donc, lorsque nous analysons cela, et cela va nous conduire à poser le diagnostic de méningite. Mais attention, ce n'est pas tous les malades qui présentent de la méningite, il faut ponctionner. Lorsque vous recevez un patient qui présente un déficit moteur, qui présente une atteinte focalisée, c'est-à-dire que vous avez un nerf crânien qui est touché par exemple, il ne faut jamais ponctionner puisque la cause peut venir d'autre chose. Là, elle a énuméré les différentes causes d'une méningite, à savoir les causes bactériennes, les causes virales. Mais attention, vous avez des méningites à liquide clair qu'on rencontre le plus souvent chez des personnes âgées et qui peuvent être dues à une tumeur, qui peut être due à un abcès. Et là, en ce moment, il y a un processus au niveau de la tête. Lorsque vous voulez ponctionner ces patients, vous allez aggraver leur pronostic puisque cela va engendrer ce qu'on appelle un engagement cérébral. Merci. C'est assez compliqué. Donc, comment se rendre compte qu'il s'agit d'une méningite ou pas? Oui, vous allez dire que c'est un peu compliqué, mais pour nous, en tant que personnel de santé, ce n'est pas compliqué. Tout ce que nous allons dire à la population, lorsque vous avez un patient qui a des céphalées vraiment inhabituelles, qui vomit, qui fait de la fièvre, qui a une raideur de la nuque, il ne faut pas tarder, il faut envoyer le malade vers les services spécialisés. Ou bien, lorsque ces malades nous arrivent, c'est au médecin maintenant, avec son expertise, de poser le diagnostic de la méningite, notamment sur le plan clinique et sur le plan paraclinique. Puisque lorsqu'un médecin, comme je viens de vous dire, un médecin, il constate qu'il y a un syndrome méningé, plus d'autres signes de focalisation, c'est-à-dire une paralysie, en ce moment, il ne va pas, n'est-ce pas, mettre en avant la ponction lombaire. Mais l'indication ici, c'est de faire un scanner cérébral. Le minimum qu'on peut faire, c'est de faire un scanner cérébral afin de mettre en évidence, n'est-ce pas, toutes les structures qui sont lésées au niveau de l'encéphale. D'accord, docteur Manouba, je vois que vous voulez ajouter quelque chose. Non, effectivement, docteur Camara a presque tout dit, hein.
La ponction lombaire, il faut des indications, mais il faut savoir que la ponction lombaire, c'est l'outil qui permet de faire le diagnostic de méningite. Le scanner, il vient après. Mais c'est d'abord la ponction lombaire qu'il faut faire. Lorsqu'il n'y a pas de contre-indication à la ponction lombaire, pour poser le diagnostic de méningite, il faut la faire. Il faut faire cette ponction lombaire-là. Et en quoi consiste la ponction lombaire? Donc, la ponction lombaire, c'est un acte médical donc, qui doit être pratiqué dans un milieu hospitalier qui consiste à piquer au niveau de la moelle épinière, donc au niveau du dos du malade, au niveau du bas du dos du malade, pour pouvoir recueillir ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien ou le liquide céphalospinal qu'on va faire analyser. Et c'est ce liquide qui nous dira s'il s'agit d'une méningite bactérienne, une méningite virale, méningite parasitaire ou une méningite fongique. Alors, docteur Manomba, est-ce que la méningite est une maladie contagieuse? Effectivement, la méningite est une maladie contagieuse. C'est pour ça que lorsqu'il y a des cas de méningite, par exemple, dans une famille, on fait de la prévention. On vaccine et on traite les patients qui ont été en contact avec le patient qui a présenté la méningite. Quelles sont les précautions à prendre donc, pour la famille en question pour éviter d'être contaminée? S'il y a un cas de méningite dans une famille, il faut traiter, si c'est une méningite bactérienne, donc qui est très très contagieuse, il faut traiter toute la maisonnée, donc prendre en charge toute la maison et faire après de la prévention, vacciner. Parce que sinon, sans la vaccination, sans prévention, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir empêcher les autres patients de la maison de se contaminer. Et docteur Camara, en quoi consiste le traitement? Alors, le traitement de la méningite, le traitement, ce n'est pas la méningite qu'on traite, c'est les causes de la méningite qu'il faudrait traiter. Et comme Dr Manomba vous a rappelé, c'est-à-dire cette affection a plusieurs causes. Vous avez les causes bactériennes, vous avez des causes virales, vous avez des causes parasitaires, vous avez les causes fongiques. Donc le traitement est orienté vers cette cause. Lorsque nous sommes devant une cause bactérienne, c'est un exemple que je prends, ici, c'est les antibiotiques qu'il faudrait administrer aux patients. Et ces antibiotiques, ça dépend selon la cause en question. Donc, le délai dépend, n'est-ce pas, de la cause. Il y a des patients où il faudrait administrer des céphalosporines de 3e génération et ça peut aller de 7 jours, voire 15 jours, voire 21 jours chez ces patients, selon, n'est-ce pas, le germe incriminé. Mais il peut s'agir également d'une cause liée à d'autres affections. Par exemple, une tumeur cérébrale. Une tumeur cérébrale, on ne va pas aller jusqu'à donner, n'est-ce pas, l'antibiotique au patient. Non, il faudrait identifier cette cause et puis essayer de faire une prise en charge appropriée. Lorsque nous avons une tumeur au niveau cérébral, là, en ce moment, le neurologue identifie, il fait le point et puis il pourra passer la main au neurochirurgien. D'accord, docteur Manomba, vous avez parlé de vaccination. Est-ce que le vaccin il est disponible au Gabon? Oui, le vaccin contre la méningite, il est disponible. Et à quel âge doit-on se le faire administrer? Normalement, la vaccination, c'est déjà dès 2 ans, dès l'âge des 2 ans, avec certains rappels, donc tout au long de la vie. D'accord. Et justement, en parlant de vaccination, la Journée mondiale de la lutte contre la méningite coïncide avec la Semaine européenne de la vaccination. Peut-être revenir sur l'importance de ce geste, donc se faire vacciner. De façon globale, la vaccination consiste à prévenir déjà les maladies. C'est très important. On va prendre le cas de certaines maladies graves. On est aujourd'hui en train de parler de la méningite, mais également des maladies comme la tuberculose, dont la prévention s'est faite dès la naissance ici au Gabon. Il y a d'autres maladies également qui peuvent être prévenues par la vaccination. Le programme élargi de vaccination, il est disponible au Gabon, il fonctionne comme je vous l'ai dit très bien. Et il est dans tous les centres de prise en charge, chez les enfants d'abord. Maintenant, lorsqu'on est adulte, la vaccination, quand on est adulte, donc à votre compte, c'est vous qui payez les vaccins pour pouvoir faire vos rappels. Mais il y a le centre de vaccination de Kembo qui est également là, donc où on peut aller se faire vacciner. Alors, docteur Camara, pouvez-vous ajouter quelque chose sur l'importance de la vaccination? Nous sommes dans la Semaine européenne de la vaccination. Quelle est l'importance de ce geste? On parle de geste citoyen. Pourquoi? La vaccination a toute sa place dans cette journée, puisque normalement,
lorsque toutes les affections qu'on a citées qui peuvent, n'est-ce pas, donner de la méningite, lorsque les enfants ne sont pas vaccinés, donc ils sont susceptibles de développer, n'est-ce pas, la méningite. C'est le vaccin contre la rubéole, par exemple, c'est le vaccin contre le méningocoque. Il y a beaucoup de vaccins qu'il faudrait, n'est-ce pas, administrer aux patients. Parce que lorsque les enfants ne sont pas vaccinés, alors là, ils sont sujets à développer cette affection qui est vraiment une affection extrêmement grave. Il faut savoir aussi que se vacciner, c'est se protéger d'abord, mais c'est également protéger les autres. Parce que lorsque vous êtes vacciné, vous êtes protégé contre la maladie, vous ne pouvez pas l'attraper et donc vous ne pouvez pas contaminer les autres également. D'accord. Merci beaucoup, Dr Charlène Manomba, épouse Mundunga. Nous rappelons que vous êtes infectiologue au Centre hospitalier universitaire de Libreville. Et merci à vous, Dr Kamara Ibrahima Aïssata. Vous êtes neurologue au Centre hospitalier universitaire de Libreville également. Merci, madame. Nous retenons que la méningite est une maladie grave dont il ne faut surtout pas négliger les symptômes. Le bon geste à poser, se rapprocher d'un professionnel de santé. La vaccination reste le principal moyen de lutte contre les formes bactériennes de la maladie. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Gabon 24 et d'ici là, portez-vous bien.